Bonjour à tous. Petite anecdote, ça fait à quelques jours près, ça doit faire 30 ans que je suis dans le monde de l'hémophilie. J'étais kinésithérapeute à Reims de l'équipe de football qui avait été rétrogradée malheureusement de la Ligue 2 en division d'honneur. Et j'ai intégré le monde hospitalier en traumatologie orthopédie. Et là, il y a un jeune qui arrive, il avait une trentaine d'années, moi j'en avais 27, 28. Et ce jeune-là, on lui posait une prothèse totale de genou. Et j'étais voir le professeur, le chef de service, et je lui demande, mais monsieur Segal, c'est pas normal. Vous posez une prothèse totale de genou à un jeune qui a 30 ans. Et il me dit, mais monsieur Machuel, il est hémophile. Et je lui dis, mais moi je sais pas ce que c'est. À l'époque, dans nos études de kiné, on n'apprenait pas le monde de l'hémophilie. Donc j'ai été me former à Océja, dans les Pyrénées. Et depuis 30 ans, je suis ce jeune qui est comme moi, qui vieillit. Et voilà. Et depuis 30 ans, je découvre toujours avec de la bienveillance, de la gentillesse, ce monde de l'hémophilie à la FH, que je remercie de m'avoir accueilli une fois de plus dans ce beau congrès. Alors, en évoluant dans ma carrière professionnelle, j'étais donc kiné, et puis il y a 7 ans, j'ai ouvert un spa dans Reims, qui s'appelle, j'avais joué un petit peu sur les mots, qui s'appelle Kiné au Spa. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu. La définition du bien-être, elle est assez compliquée à définir parce que on ne sait pas bien ce qu'on y met dedans. Il y a beaucoup de gens qui trouvent du bien-être un peu n'importe où, n'importe quand, ils sont très forts. Mais dans une société actuelle où on voit que les gens sont de plus en plus mal, il a fallu se recentrer un petit peu et trouver une définition. En fait, le bien-être, c'est une convergence de trois domaines. Je vais tâcher de vous en faire deviner au moins un. C'est la convergence de la tête, c'est la convergence du corps, et la troisième convergence, c'est laquelle? Qu'est-ce qui va vous favoriser votre bien-être? Vous avez la tête, vous avez le corps, et la troisième partie, ce serait quoi? Eh bien, c'est votre environnement. Il n'est pas possible d'avoir du bien-être si votre environnement n'est pas favorable, si votre corps n'est pas disposé, et si votre tête n'est pas, comme l'a dit Patricia, si vous n'êtes pas un petit peu auto-centré sur vous, un petit peu égoïste pour penser enfin à vous. Si vous êtes par exemple dans le métro en train de discuter, enfin ou même pas discuter, en train de déguster plutôt une bonne tasse de chocolat bien chaud, etc., on ne peut pas être dans le bien-être. Même si vous avez l'impression de fermer vos yeux, de déguster votre tasse de chocolat, vous ne serez pas dans le bien-être parce que l'environnement ne vous est pas favorable. Par contre, si vous êtes en pleine nature, que vous fermez vos yeux, que vous entendez le bruit des arbres calmement, que votre corps est apaisé, que vous n'avez pas mal au dos, pas mal à un genou, etc., vous serez dans le bien-être. Donc le bien-être est finalement accessible à tout le monde. Il suffit de se prendre ce petit temps de concentration, de se bichonner un petit peu. Si vous êtes dans votre baignoire, en train de prendre un bon bain chaud, en écoutant de la musique classique, vous fermez vos yeux, vous allez être dans le bien-être. Si à côté de vous, il y a votre portable, vous êtes en train de tout gâcher. Donc n'hésitez pas à vous offrir ces petits moments de bien-être qu'on peut trouver partout. Ce sont des petits moments de bonheur qu'il faut essayer d'attraper au vol. Mais voilà, autant avoir un petit peu de temps pour soi, ça fait du bien dans ces moments un petit peu troublés. Donc je vais vous parler un petit peu du monde du spa. Parce que quand on est patient, quand on est citoyen, finalement on ne sait pas bien ce que c'est que le monde du spa. Un spa, ça veut dire sanitas per aqua, donc la santé par l'eau. C'est un monde qui est issu des termes romains, de la Rome antique, où c'était une notion de santé publique, où l'eau devait être accessible à tout le monde pour se laver. Alors après, ça a été dévié un petit peu, il y a les massages qui se sont mis entre hommes au départ, les femmes n'avaient pas accès, les hommes ont été souvent privilégiés dans l'histoire par rapport aux femmes, mais progressivement, les termes romains sont devenus des spas dans nos sociétés occidentales, relancés par les pays nordiques. Alors, le premier soin qu'on peut faire quand on rentre dans un spa, quand vous pousserez la porte d'un spa, d'ailleurs dans les plans de nos ancêtres romains, la pièce d'entrée d'un spa, c'est absolument pas le vestiaire, c'est absolument pas l'accueil, la pièce d'entrée d'un spa, c'est la douche. Donc le premier soin en fait, qu'on s'offre, c'est déjà de se laver. C'est très important, le contact avec l'eau. Ensuite, dans un spa, vous allez pouvoir retrouver un hammam très souvent. C'était très classique à l'époque. Un hammam, ce n'est rien d'autre que des bains de vapeur d'eau. Là, vous transpirez, c'est plutôt apprécié par les femmes plutôt que par les hommes.
On respire calmement. Si jamais on se sent bien, on reprend une petite douche pour intégrer le hammam. Mais c'est de la sudation. Vous brûlez des calories. Vous transpirez à grosses gouttes. Donc après, vous devez à nouveau vous laver. Vous purifiez quelque peu votre corps. Et les Nordiques, eux, ont fait à l'inverse du hammam. Ils ont lancé le sauna. Eux, ils avaient l'humidité suffisamment à portée de main. Donc ils ont lancé le sauna, qui était de la chaleur sèche. Vous faites monter votre corps, qui peut monter jusqu'à 40 degrés en surface, dans un environnement qui est plutôt à 80 degrés en chaleur sèche. De la même manière, vous allez brûler vos calories, vous allez vous déshydrater, donc vous allez transpirer, vous allez après vous relaver et vous réhydrater avec de l'eau ou alors une boisson chaude, type boisson détoxifiante, qui sont souvent offertes dans les spas. Le troisième atelier majeur d'un spa, ça va être le jacuzzi. Alors le jacuzzi, c'est un nom propre, c'est comme quand on dit un petit peu frigidaire ou mobilette. Ce sont les frères Jacuzzi qui ont inventé ces bains bouillonnants, qui sont dotés en général de jets surpuissants, donc c'est de l'eau qui est pulsée par des petites pompes, ou alors vous avez des bulles d'air qui sont plutôt drainants pour votre corps et qui viennent vous masser en général les jambes puisque vous êtes plutôt en position assise, et ces bulles d'air viennent vous masser et vous relaxer. Enfin, le dernier atelier, le quatrième atelier majeur d'un spa, c'est la piscine d'eau chaude, qui est en général à 30-32 degrés, donc beaucoup plus chaude que les piscines publiques. Normalement, un vrai spa, quand vous rentrez dans l'eau de la piscine d'un spa, vous ne devez absolument pas être saisi, avoir un réflexe de retrait, comme on peut avoir des fois dans des piscines publiques. Voilà le monde du spa. Patricia va vous parler un petit peu des cures thermales, qui sont aussi dérivées, ce sont un petit peu les cousins. Les cures thermales, c'est vraiment une prescription médicale, donc ça n'a pas à voir vraiment avec le monde du spa, mais bien que la finalité reste la même, c'est l'eau, le soin par l'eau, attraper les oligo-éléments des eaux thermales qui doivent vous être bénéfiques. Voilà ma petite intervention. Je pense qu'on verra après pour les questions, si vous en avez. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser parler Romain. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est l'idée, parce que là, on est à un atelier bien-être. Donc, l'idée est tout simplement de profiter. Alors, comme disait Xavier, il a très très bien parlé des spas. Et après tous ces soins vient le massage. Donc, c'est là que j'interviens. Donc, là, je vais vous parler du massage, et notamment de l'automassage. Effectivement, pour des personnes qui ont des soucis d'hémophilie, pour certains cas sévères, il est compliqué de faire un massage, étant donné que lorsque l'on réchauffe une zone, on fluidifie encore plus le sang et il peut y avoir des complications. Maintenant, il y a aussi d'autres façons de faire pour justement apporter du bien-être à ces personnes-là. Je vais vous parler d'automassage, je vais vous parler aussi de respiration, parce que la respiration est un des piliers les plus importants pour justement se détendre. Et l'idée étant qu'avant un massage, il faut d'abord se recentrer sur soi-même, descendre son rythme cardiaque, et puis ensuite partir sur une aventure, une sorte d'aventure où on prend soin de soi. Merci beaucoup. On prend soin de soi. Donc je vais vous parler un petit peu de moi, où est-ce que je suis arrivé, comment je suis arrivé dans le massage. Donc moi, j'ai vécu en Polynésie, j'ai eu la chance de vivre là-bas pendant 3 ans et demi. Et du coup, j'ai rencontré des personnes qui justement m'ont appris énormément de choses. Il faut savoir que là-bas, ils sont très portés sur le massage. Les énergies, pour eux, ont une importance extrême, dans le sens où même leur île en elle-même leur apporte une énergie et du coup une façon de vivre, une façon d'être. Et donc, à partir de toutes ces rencontres, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose à faire. Et en même temps, à partir de là, j'ai fait une introspection sur moi-même, parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans ce secteur-là. Et j'ai décidé de partir faire une formation, passer mon diplôme de massothérapeute au Canada. Je ne sais pas si vous savez, mais au Canada, ils sont vraiment très avancés point de vue massage. Pour vous dire, on dit même massothérapeute. On met la thérapie dans le massage là-bas. En France, ça commence à venir gentiment. Mais voilà, il faut rester confiant. Il y a de plus en plus de kinésithérapeutes, ostéopathes ouverts d'esprit sur le sujet du massage, et ça ne va que dans le bon sens.
Donc quand je suis parti au Canada, j'ai passé mon diplôme de massothérapeute pendant 6 mois et j'ai appris le massage suédois. Le massage suédois qui se concentre beaucoup sur le musculo-squelettique, le premier massage qu'on apprend en général pour apprendre toutes les techniques. Et à partir de là, quand j'ai eu mon diplôme, je suis rentré en Polynésie et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre le massage au rituel tahitien. Un massage très intéressant aussi, qui a beaucoup d'aspects énergétiques et s'appuie beaucoup sur les points méridiens du corps. Donc voilà, ça c'est mon parcours, j'en suis très fier. Et puis pour être franc avec vous, le massage, ça apporte aussi bien au praticien qu'à celui qui reçoit. Moi, quand j'en fais, c'est mon moment de détente. C'est le moment où je me ressente sur moi-même, où je suis dans l'instant présent. Donc si un jour, sans forcément avoir la technique, mais que vous êtes dans l'intention de faire un massage, bien évidemment, il y a des techniques à apprendre, mais si vous êtes dans l'intention, c'est ce qui est le plus important. Et quand vous êtes dans l'intention, vous êtes sûr de faire du bien à la personne que vous massez. Voilà. Donc j'ai envie de vous présenter 2 techniques d'automassage. Donc ça tombe très bien, on vient de manger, on va faire un petit automassage au niveau du ventre. Donc bon, appuyez pas trop fort hein, par contre, hein. Mais ça va bien se passer. Et puis ensuite, je vais vous montrer une technique d'automassage au niveau du visage. Voilà, si ça vous intéresse et si vous êtes partant, on peut le faire ensemble. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et puis je vais m'installer ici sur la chaise et puis on va pouvoir commencer. Alors on va commencer par le massage du ventre. Donc comme je vous disais, dans un premier temps, on va regarder sa posture. Les pieds bien à plat sur le sol, voilà. On met les épaules en arrière pour bien faire en sorte d'avoir le dos bien droit. On ferme les yeux, on respire. On prend de grandes inspirations. 3 fois. On se centre au sol. Vous pouvez fermer les yeux ou laisser les yeux ouverts, c'est comme vous le sentez. À partir de là, avec la main droite, on va toucher son ventre. Et avec la main gauche, on va toucher son sternum. Respiration profonde, 3 fois toujours. Faites bien attention, sentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Avec la main gauche, vous allez toucher votre ventre aussi. Et vous allez toucher toutes les parties. Sentez la chaleur sur vos vêtements, de votre main sur vos vêtements. C'est un premier contact. Pourquoi ce contact-là? Tout simplement parce que votre corps commence à comprendre qu'il va se passer quelque chose de bien pour lui. Après, avec un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, qui correspond aussi au sens de digestion, vous allez masser votre ventre, comme cela. N'hésitez surtout pas à continuer à respirer profondément, du début à la fin. Comme je le disais, l'intention est une des choses les plus importantes. Si vous avez l'intention de vous faire du bien, vous allez vous faire du bien. Après, à partir de là, les mains l'une contre l'autre, comme ceci, vous allez pivoter. Voilà. Prenez le temps de bien pivoter. Si vous voulez mettre un petit peu plus de pression, faites-le. Il n'y a aucun souci, c'est le ressenti qui compte. Vous continuez à pivoter en montant et en descendant. Voilà. Maintenant, vous allez mettre les mains sur les hanches. Et avec le bout des doigts, vous allez malaxer votre ventre. Tout en respirant profondément, commencez à ressentir un petit peu vos organes intérieurs. Voilà. Respirez. Comme disait Xavier, l'environnement est important. Là, nous sommes dans un environnement où tout le monde est en train de se masser. Soi-même, évidemment.
Tout le monde est dans la même dynamique. Il y a une énergie qui se propage. Après, en mettant vos mains les unes contre les autres, comme ceci, pardon, excusez-moi, en mettant les mains comme ceci, en forme de flèche, je vais vous demander de bien revoir votre posture, à être bien droit, bien ancré au sol. Et là, vous allez devoir travailler sur la respiration. C'est-à-dire qu'avec la flèche, vous allez appuyer au niveau du sternum. Vous prenez une inspiration et au moment de l'expiration, vous appuyez juste en dessous du sternum et vous vous baissez au fur et à mesure. Trois fois, encore une fois. Si vous pouvez appuyer plus fort, vous pouvez. C'est selon votre ressenti. Voilà. Toujours avec les mains, vous allez commencer à gripper juste en dessous des côtes. Vous voyez, vous allez appuyer. Et là, toujours dans la même idée que la manœuvre précédente, vous allez prendre une grande inspiration. Et au moment d'expirer, vous allez appuyer et redescendre. Et arrondir le dos. Vous le faites 3 fois. C'est une technique qui est très intéressante. Là, vous allez toucher votre foie, votre vésicule biliaire, votre estomac. Ça permet de détendre tous ces organes. N'oublions pas que le ventre est le deuxième cerveau. Quand ça ne va pas dans la tête, en général, ça ne va pas très bien dans le ventre. Et à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut insister sur le ventre, toujours dans l'intention d'aller bien, dans l'intention de se faire du bien. Super. À partir de là, vous allez refaire le mouvement circulaire, comme ceci. Alors bien évidemment, ce que je vous montre, il y a 36 000 méthodes de faire au niveau du ventre. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce qu'on revient au niveau circulaire? Tout simplement parce qu'on a travaillé les organes intérieurs et que maintenant, il faut revenir tout doucement à la digestion. Votre corps, en fait, doit comprendre que lorsque vous le massez, il faut y aller progressivement, de superficiel à profond et de profond à superficiel. Voilà, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne vous inquiétez pas, si vous faites dans l'autre sens, vous n'allez pas vous constiper. Voilà, et maintenant avec les mains, en forme de cuillère, comme ceci, vous voyez, vous allez tapoter tout autour. Voilà, il faut que vous sentiez l'air qui passe entre vos doigts, vous voyez. Voilà. Là, on restimule les organes. Très bien. Comme ça, monsieur, vous faites exactement comme ceci. Voilà, c'est parfait. Voilà. Ouais, ça fait un bruit un peu bizarre, hein, mais bon, c'est pas grave. Il faut savoir que si vous avez des petits gaz, il n'y a pas de souci. Hein, c'est tout à fait normal, on vient de manger. Hein. Et à partir de là, avec une main, vous repartez dans le même sens des aiguilles d'une montre. Voilà. N'oubliez surtout pas de respirer, évidemment. Du début jusqu'à la fin, il faut avoir une respiration profonde. Et puis pour terminer cette petite séance au niveau du ventre, nous allons partir les poings fermés au niveau du sternum et redescendre au niveau du ventre. Tout simplement pour unifier le corps, unifier la zone. Voilà. Et voilà, on a fait une petite séance qui peut être faite quotidiennement. C'est pas si dur que ça, c'est très simple. Ça prend 5 minutes et ça fait énormément de bien. Alors bien évidemment, là on l'a fait une seule fois, mais c'est vrai que sur le long terme, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le massage, en fait, c'est ça. C'est du bien-être, mais quand c'est fait de manière régulière
Et toujours dans l'intention, j'insiste beaucoup sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui est très important. Moi, dès que je parle de massage, je parle d'énergie. Là, par exemple, on discute entre nous, il y a une énergie qui passe entre nous, il y a une connexion. Et ben, c'est pareil pour vous. Quand vous faites votre auto-massage, si vous êtes sur une belle intention, évidemment que vous allez recevoir cette belle intention. Donc voilà, ça c'est le massage du ventre. Et moi, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de regarder un petit peu un massage au niveau du visage. On peut faire de l'automassage pour tout. On peut même faire au niveau des lombaires, mais je ne peux pas tout vous montrer non plus, évidemment. Mais voilà, le plus important pour moi, c'était le ventre. Et le visage aussi, tout simplement parce que ça a des effets bénéfiques, comme le ventre. Alors le ventre, évidemment, ça favorise la digestion, ça favorise la circulation sanguine, ça favorise énormément de choses. Et bien pour le visage, c'est un petit peu la même chose. Et l'avantage du visage, pour la médecine chinoise, c'est que ça touche certaines zones du corps, en fait, certains organes. Comme par exemple, je ne les connais pas tous, mais comme par exemple le nez, on touche au niveau du foie. Ici, on touche au niveau de la rate. Il y a d'autres zones. Après, je ne suis pas réflexologue non plus. Mais voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très important, que trop longtemps on a mis de côté, le massage, qui est quand même une des pratiques les plus ancestrales et qui a toujours été utilisée. Et si ça a toujours été utilisé, ce n'était pas pour rien. Donc voilà, maintenant je vais vous proposer au niveau du visage, ça va être un petit peu plus court. Alors oui, effectivement, vous pouvez enlever vos lunettes. Donc là, toujours dans la même idée. On reste bien droit, avec une bonne respiration et toujours dans la bonne intention. On va commencer par se frotter les mains. Pourquoi se frotter les mains? Tout simplement pour se réchauffer les mains et puis stimuler l'énergie, encore une fois. Avec la main droite, on va commencer vers le front et descendre au niveau de la joue. Voilà. On fait pareil avec la main gauche. On fait ça simultanément, 10 fois. Voilà. N'hésitez pas à fermer les yeux. Comme ceci. C'est une très bonne technique pour perdre ses rides, ou en tout cas ne pas trop en avoir. Après, avec les mains, vous allez plier les mains comme ceci avec les pouces à l'intérieur, vous voyez. Et ensuite, avec l'articulation du pouce, vous allez frotter sur les côtés du nez, comme ceci, de haut en bas. Voilà. On va toucher toutes les zones du visage. Tout en faisant, bien évidemment, comme d'habitude, attention à sa respiration. L'autre technique concernera le contour des yeux. Donc là, pareil, gardez les mains comme ceci, les pouces à l'intérieur, vous voyez. Et là, avec la phalange, la deuxième phalange de l'index, nous allons faire le contour des yeux, comme ceci, en aller-retour. Voilà, on retourne les yeux juste en dessous, parfait, et on revient. Si vous le sentez, vous pouvez mettre plus de pression. C'est comme vous le sentez. On l'a fait 10 fois. Je compte. Après, avec les deux index, vous allez frotter au-dessus et en dessous de la bouche, comme ceci. Voilà. Après, vous changez les doigts. Vous faites dans l'autre sens, voilà. Une zone qu'on n'a pas fait encore, c'est les oreilles. Je crois qu'on va y venir. Vous mettez bien vos mains comme ceci, vous voyez, comme cela. Et 2 doigts devant, 2 doigts derrière les oreilles, comme ceci, vous voyez.
Et là, vous allez de haut en bas. Comme ceci. Voilà. Oui, Donc là, comme je disais, au niveau de la réflexologie, nous avons le visage, les oreilles, les pieds, les mains. Là, au niveau des oreilles, il y a énormément de zones qui touchent nos organes. Même si on ne connaît pas forcément les zones, quoi qu'il arrive, on les touche. Voilà. Et pour terminer, encore 2 manœuvres, pardon. Nous allons faire au niveau du cou, la main plate. Voilà. Frotter au niveau de la main. Levez le cou comme ceci. Comme je vous disais, comme pour le ventre, il y a énormément de techniques de massage. C'en est une parmi tant d'autres. Après, vous pouvez faire en fonction de votre ressenti. N'hésitez pas. Le massage, c'est aussi du ressenti. Vous pouvez improviser. Si vous improvisez sur une zone et que vous sentez que ça vous fait du bien, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et pour terminer, pareil, au niveau du cou, au niveau de la nuque, et vous revenez en avant. Voilà. Voilà. En l'espace de 5 minutes, votre peau est plus jeune. Vous le sentez, non? Non, il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Mais fait quotidiennement, comme le ventre, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ça vous fait du bien, et vous prenez le temps pour vous. Et ça vous permet d'être égoïste avec vous-même, ce qui vous permettra de l'être moins avec les autres. Voilà, je vous remercie pour tout. C'était mes 2 petites présentations automassage. Maintenant que vous êtes tous en bien-être, on va vous demander un petit peu de participer à cet atelier. Et pour cela, on va vous donner, normalement aussi, on devait avoir des post-it de différentes couleurs, mais bon, on va se contenter de petits morceaux de papier. On va se mettre à peu près 2 par 2 ou 3 par 3, comme vous le souhaitez. Et on va vous demander un petit peu... pour vous, enfin à 2, si vous pouviez nous citer 3 moyens pour ressentir du bien-être. Est-ce que vous acceptez de faire ce petit exercice? Si vous me dites non, je suis mal, mais je vais laisser, sinon ces messieurs vont continuer. Hein. Alors normalement, sur les post-it verts, oui, post-it vert, vas-y. Sur chaque post-it vert, ce serait bien de nous donner la définition du mot bien-être pour vous. Il n'y a pas de mauvaise ni bonne réponse. Hein. Alors, le premier, parce que je crois que je n'ai pas bien formulé, le premier papier qui est blanc, c'est 3 moyens pour ressentir du bien-être. Oui, donc Patricia va nous refaire la synthèse un petit peu de toutes vos réflexions sur le bien-être, sur la définition. Alors on va les coller là-bas, mais enfin bon, on verra pas grand-chose, Patricia. Ouais. Il ressort dans les grandes lignes sur chaque petit mot vert. Alors, apaisement de l'esprit. Et détente du corps. Ouais, c'est ça. Se sentir détendu. Esprit et corps. Esprit et détente, corps. esprit et corps. Être bien dans son corps et dans sa tête. Bon vécu corporel. Se sentir positif. Ressenti. Lâcher prise et détachement.
résilience, zénitude, se sentir bien, ne pas ressentir de douleur ou de gêne, savoir prendre du temps pour soi dans un endroit où l'on se sent le plus à l'aise, lâcher prise, être bien dans son espace, son corps et son esprit. Bien-être, définition, c'est état d'équilibre et d'harmonie mentale et physique. Être calme dans le silence pour ressentir de la sérénité et échanger avec les autres. Détente, relaxation, apaisement. Prendre le temps pour soi. Détente calme, 2 fois. Le silence, la tranquillité. État de sérénité induite par une pratique. Voilà, donc tu peux un peu regrouper peut-être les points les plus importants pour vous. Du coup, tous les points sont importants. Vous avez tout compris, en même temps, c'est ce qu'on cherche tous, hein, avoir un état de détente, avoir un état de confiance, parce que la détente amène la confiance, évidemment. L'environnement, en fonction de l'environnement où nous sommes, et évidemment, la relaxation est plus ou moins évidente, plus ou moins facile. C'est sûr que dans le métro parisien ou être dans un bois, bon, pas trop à réfléchir longtemps. C'est sûr que c'est vraiment dans les bois qu'on se sent bien. L'énergie aussi qui en découle. Oui, c'est ça. Mais je reviens vraiment sur un point essentiel, c'est le temps pour soi. C'est quelque chose on prend pas assez le temps pour soi. C'est vrai qu'on vit quand même dans une société où tout doit aller beaucoup plus vite. Il faut avoir fait avant de commencer à faire. Et le stress est permanent et facile à avoir. C'est difficile d'arriver dans son moment de relaxation, mais c'est très facile d'en sortir. C'est très très simple. Il suffit d'un petit grain de sel pour aussitôt en sortir. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méditation en pleine conscience. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui ? C'est bien, c'est très bien. La méditation en pleine conscience, alors moi je vais vous parler d'un livre que j'ai lu. Alors l'auteur c'est Thich Nhat Hanh, je ne sais pas si ça vous parle. En fait c'est un moine bouddhiste qui a eu le prix Nobel de la paix notamment. Le livre que j'avais lu c'était La communication en pleine conscience. Là on parle de communication, mais bien évidemment dans ce livre-là, au bout d'un moment on est arrivé dans un chapitre de relaxation, de méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience, de ce que moi j'ai compris, si jamais vous avez des remarques à faire, n'hésitez surtout pas. Hein. L'idée c'est d'échanger. Hein. La méditation en pleine conscience, c'est pas forcément tout le temps se poser, fermer les yeux et puis respirer et attendre que l'on se pose et que l'on soit calme. Ça peut être aussi comme dans un moment où on va, je sais pas, moi je l'ai utilisé, j'étais dans ma voiture, j'allais à Paris, j'avais 2 heures devant moi. Alors effectivement, je conduisais, il y avait du monde sur la route, mais ça n'empêchait que j'étais dans mon cocon tout seul, dans ma voiture, tranquille, avec ma petite musique. Et là, je conduisais et je me disais, tiens, essaie un petit peu la méditation en pleine conscience. C'est quelque chose d'intéressant parce que ça vous permet de faire des choses, mais en même temps d'apprendre à respirer et de prendre le temps pour soi. On peut le faire dans la vie de tous les jours, en fin de compte. C'est pas si compliqué que ça. Si on se donne la peine de le faire, évidemment, au début, ça l'est. Mais dans la vie de tous les jours, on peut le faire. Bien évidemment, si on est dans un environnement calme, c'est quand même un minimum. Mais quand on fait quelque chose, on peut apprendre à respirer en étant dans l'action. L'essentiel, évidemment, c'est que quand on respire, il faut être dans le moment présent. Et ça, c'est pas facile. Moi, le premier. Je sais que j'ai du mal à méditer. Parce que c'est très facile d'avoir toutes ces idées en tête qui ressortent. Oui, monsieur, vous voulez dire ? Oui, effectivement, il y a énormément
de techniques et de soutien pour nous aider à arriver dans cette forme de relaxation. Alors si je peux revenir à votre première question, quelle est une méditation réussie et foirée? Eh ben, quand elle est foirée, tout simplement, on le sent. C'est pas pour rien que quand j'ai fait l'automassage, on a commencé par quoi? Par quoi est-ce qu'on a commencé quand je vous ai montré l'automassage? Exactement, exactement. Redescendre le rythme cardiaque, c'est la base. Le massage, on peut le considérer comme une forme de méditation. C'est un état où on va se recentrer sur le moment présent. La méditation, c'est se recentrer sur le moment présent. C'est évacuer toutes ses pensées et rester sur un temps présent et observer tout ce qui se passe, observer ses émotions, mais juste les observer, ne pas les accepter. C'est ça la différence. La méditation, c'est ça. C'est observer ce qui se passe autour de nous, observer ce qui se passe dans sa tête, juste observer, avec compassion et amour. La méditation, c'est ça. Alors une méditation foirée, évidemment, c'est celle où on n'arrive pas on arrive à respirer, mais évidemment, on se retrouve très rapidement à penser à plein d'autres choses. Alors moi, j'ai appris une technique, en tout cas, aussi simple soit-elle, mais en tout cas, ça a marché pour moi. C'est ce que je fais de temps en temps lorsque j'ai des patients en massage qui, justement, me disent qu'ils ont du mal à décrocher. C'est tout simplement que lorsqu'on commence à méditer, on compte ses inspirations et ses expirations. On compte ses inspirations, et au moment où on sent qu'on ne sait plus où on en est, c'est on s'est recentré sur la vie de tous les jours. Et là, il faut juste recommencer. C'est pas facile, ça demande du boulot, mais 2 minutes, 5 minutes de méditation par jour, c'est largement suffisant pour se faire du bien. Il ne faut pas commencer trop haut. Le plus important, c'est la régularité. Après, si moi je vous parlais de méditation en pleine conscience, c'est toujours pareil. Dans une voiture, si on n'a pas forcément les yeux fermés, et heureusement d'ailleurs, hein. Mais voilà, on est dans l'action, mais on fait attention à sa respiration. C'est vrai que la base de tout, c'est la respiration, redescendre son rythme cardiaque. C'est vraiment la base de tout. Et à partir de là, ça nous offre plein de possibilités pour se détendre. Mais c'est quelque chose qui est possible. Même pour la personne qui a le métier le plus stressant au monde, et d'ailleurs, justement, ces personnes qui ont des métiers avec beaucoup de responsabilités sont en général ces personnes qui pratiquent le plus la méditation. Ce que je disais, c'est que la méditation est un outil qui est pratique, pour ma part, dans 2 situations. Pour baisser l'intensité de la douleur, ça permet quand même de gagner 1 ou 2 points au niveau de l'EVA, enfin l'évaluation de la douleur, qui est une échelle qui va de 0 à 10. Donc ça permet aussi peut-être de prendre des antalgiques moins forts. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième aspect qui peut être utile, c'est pour baisser l'intensité de l'anxiété ou pour affronter certains moments de déprime. Moi, je suis actuellement en dépression. Je prends un traitement antidépresseur. Faire 1 heure de méditation tous les jours m'aide beaucoup. Voilà. C'est très bien. Et je vous félicite de réussir à faire ça régulièrement. Alors ce genre de pratique comme la méditation, plus vous en faites, plus vous aurez des effets. C'est comme la sophrologie, etc. Du coup, je préfère aussi vous prévenir de tous ces nouveaux marchands de bonheur qui arrivent aussi sur le marché, puisque maintenant il y a une dépendance de plus en plus dénoncée par la Miviludes, qui est enfin, je vais gâcher un petit peu l'ambiance, mais c'est la mission interministérielle sur les dérives sectaires. Il y en a de plus en plus, donc dans des applications qui deviennent de plus en plus chères, par exemple, par l'intermédiaire du digital, mais aussi par des personnes qui achètent des diplômes. Alors vous voyez, on a Romain qui est extrêmement compétent, qui a fait un métier de masseur, voilà, qui a appris son métier, mais il y en a beaucoup qui se déclarent masseurs, qui se déclarent je ne sais trop quel métier de thérapeute. Il y en a de plus en plus, il y a des coachs, donc on se méfie. Surtout, prévenez votre entourage quand vous entreprenez de telles démarches, parce qu'on ne se rend pas compte quand on perd son libre arbitre. Et la dérive sectaire commence quand justement le patient perd son libre arbitre face à ces gourous qui arrivent de plus en plus sur le marché, d'autant plus quand on est dans une société où il y a tant de mal-être en ce moment. Donc méfiez-vous quand même de tout ça. Ne foncez pas tête baissée, demandez autour de vous s'il y a des avis, regardez, enfin j'ai pas forcément
très bien, mais des avis Google, des fois, ça peut suffire, savoir si ce sont des bons thérapeutes ou pas. Si on a beaucoup d'avis positifs, on peut y aller quand même beaucoup plus sereinement, hein, donc faites attention à vous. On va avancer un petit peu. Sur vos papiers blancs, vous aviez marqué les 3 possibilités, les 3 moyens que vous les avez notés pour obtenir du bien-être. Alors, voilà, on va essayer de faire une sorte de synthèse là-bas. Alors, le premier, c'était la nature. La nature, la musique et la tranquillité. Donc, les deux amènent en fait la tranquillité. La nature, la musique et la tranquillité. Le massage, penser, le verbe penser, et relax. Alors, 3 autres moyens. Il y a l'écoute, il y a le silence, on peut écouter le silence, et il y a l'envie. Il y a la relaxation, la piscine. Je vais peut-être un peu trop vite, non? Tu me dis, Romain? Là, c'est mis piscine, donc il y a aussi le bienfait de l'eau. Il y a la respiration, tu l'as mis aussi? Il y a la détente, ça a déjà été mis, je crois. Il y a la détente, il y a le calme et le plaisir. Il y a passer du temps avec ceux qu'on aime. L'environnement bienveillant. Il y a l'amour. Il y a la paix. Et il y a l'altruisme. Il y a l'amour encore, l'amitié et la nature. Il y a manger. Effectivement, se servir de ces 5 sens peut apporter du bien-être. Il y a l'eau, écouter le bruit et se baigner. Il y a l'arbre, écouter et observer, sentir et ressentir. Et il y a le feu, sentir la chaleur et écouter les crépitements des environnements favorables. Il y a la marche. Le yoga. Il y a quelqu'un qui a voulu me faire plaisir, qui a mis le spa. Merci. Il y a la sophrologie. Il y a les massages. Et il y a une cache propice. Une cache propice. Se cacher, faire l'ermite. Il y a se faire plaisir. Je crois que c'est déjà. Il y a prendre du temps pour soi. Et enfin, on va pouvoir embrayer avec le sujet suivant, aller à une thalassothérapie 1 ou 2 fois par an. C'était mis par semaine et puis ça a été rayé, c'était mis par an. Oui. Voilà, donc la thalassothérapie par rapport à un spa, la thalassothérapie, en fait, c'est de l'eau de mer. Donc toutes les thalassothérapies sont en bord de mer dans des stations balnéaires pour avoir le titre de thalassothérapie. Contrairement à des spas où c'est malheureusement de l'eau de ville et chlorée. Et voilà. Donc Patricia va nous parler des démarches administratives pour aller aux cures thermales, ce qu'on peut vraiment conseiller. C'est pour des patients qui en ont besoin de sortir. L'avantage de la cure thermale, c'est que ça fait déjà sortir de chez soi au moins pendant 3 semaines. Donc ça a des gros avantages de quitter des fois des environnements défavorables, de stress, de logistique, de confort, etc. Donc voilà, Patricia. Alors moi, c'est un peu de l'improvisation parce que c'était Dalibor Maletti qui devait faire ce sujet-là.
il le connaît nettement mieux que moi parce que, pour ma part, je ne suis jamais allée en cure thermale. Donc, voilà. Ce que je sais, c'est que la cure thermale, elle est prescrite par un médecin. Elle est prise en charge par la sécurité sociale. Elle est conventionnée à 18 jours. Alors, c'est la seule cure thermale remboursée par la sécurité sociale si vous avez une ordonnance, une prescription médicale de 18 jours. Alors, la prescription médicale pour les cures thermales, vous avez deux grandes prescriptions. Une prescription pour un forfait thermal et vous avez une prescription pour un forfait de surveillance. En général, ce forfait de surveillance est médical. Vous avez dans ces 18 jours minimum de 2 à 3 consultations avec un médecin. Alors, en ce qui concerne les remboursements, il y a deux possibilités. Le forfait thermal est remboursé à 65% du tarif forfaitaire de responsabilité. Le reste à charge par le CURIS est donc de 35%. Le forfait de surveillance, lui, est pris en charge à 70%. Par contre, la plupart des personnes atteintes d'hémophilie, de maladie de Willebrand, ont ce qu'on appelle ces pathologies rentrent dans le cadre de l'ALD. Donc, de ce fait, vous aurez un forfait à 100% et vous pourrez bénéficier également, pour vous rendre à ces cures, un forfait de 150 € pour votre frais d'hébergement. Donc voilà ce que je peux vous dire, ce que j'ai à ma connaissance, mais je veux bien que monsieur qui a vécu nous donne son témoignage. Alors, le témoignage que je fais ne s'est pas déroulé en France. J'étais en Italie à l'époque. Et en fait, j'ai eu un problème cutané important, un zona, et j'ai fait une dizaine de jours de cure. Alors, je ne me souviens plus exactement où c'était. Par contre, ce dont je me souviens très bien, c'était dans une zone où il y avait des os soufrés. Donc, en gros, c'était du soufre en bain, du soufre en piscine. Bon, c'était avec une consultation. J'ai eu une consultation diététique, j'ai eu une consultation de bilan, et puis oui, j'avais des soins à base d'eau soufrée. Bon, ça m'a fait du bien, d'accord. Ça m'a fait du bien à la peau. Ça pue, hein, mais bon, personne. C'est l'œuf pourri. Hein. Ah oui, bah, c'est ça. C'est vraiment, et puis l'eau a une couleur un peu jaunâtre. Bon, mais une fois que elle est un peu chaude. Bon, une fois que vous êtes dedans, ça a un effet émollient sur la peau. Ça fait du bien aux articulations. Ça a fait du bien à ma peau. Ça apaise. Bon, lorsque vous êtes ado et que vous êtes en cure, bon, c'est un peu chiant, mais bon, ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter, c'est que votre médecin généraliste qui vous prescrira une cure, donc il doit transmettre un dossier médical averti au médecin conseil de la sécurité sociale, c'est elle qui prendra en fait l'avis de la prise en charge ou non. Vous pouvez quand même aller dans les cures, dans toutes les cures vous sont ouvertes à vos propres frais, bien sûr, mais ça coûte quand même une blinde. Il y a 3 domaines dans les cures, c'est le respiratoire, tout ce qui est un petit peu ostéo-articulaire, rhumatologique, donc dans le cadre de l'hémophilie, vous rentriez là-dedans, et il y a aussi la nutrition qui se rajoute de plus en plus, et comme ce que vous avez fait, etc. Quand vous arrivez dans une cure, il y a systématiquement un entretien médical avec le médecin de la cure, un entretien à mi-chemin, donc au 9e jour, et un entretien à la fin avec un bilan qui doit être retransmis à votre médecin généraliste. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours fait.
Voilà. Et souvent, les patients se plaignent un petit peu d'une grosse fatigue après leur cure, qui s'explique par deux choses. Il y a des patients qui sont quand même remis en activité physique, qui ne faisaient pas, dans des bains qui sont chauds. C'est à mi-temps en général, c'est soit le matin, soit l'après-midi. L'après-midi, les lieux sont quand même des lieux de villégiature qui sont quand même plutôt agréables. Je vais citer Aix-les-Bains, Dax, etc. Ce sont des jolies petites villes où donc l'après-midi, il n'y a pas forcément des siestes, il y a un petit peu de tourisme, etc. Donc souvent, les cures se justifient en disant « Ah oui, mais le bienfait n'est pas forcément immédiat », ce qui est peut-être possible. Tout n'est pas scientifique, tout n'a pas été prouvé. Mais c'est quand même bien, à mon avis, de temps en temps, quand on est un petit peu au bout du bout, de couper un petit peu avec son quotidien et de partir 3 semaines pour se remettre un petit peu à flot. Alors c'est bien de refaire de la nutrition, de l'exercice, etc. Voilà. Alors en général, il y a des bains de boue. Sur le plan articulaire, rien n'a été prouvé, mais ça fait quand même plutôt du bien. Il y a une certitude, c'est que le placebo fonctionne très bien. Donc il y a des bains de boue, il y a des massages au jet, il y a des bains d'eau chaude, il y a des circuits dans des bains d'eau chaude, il y a des fois des bains glacés, il faut être courageux. Il y a des massages sous affusion, hein, donc on vous masse avec des jets d'eau, enfin sous des jets d'eau. Le masseur. J'ai eu une expérience un petit peu quand j'étais jeune kiné, j'étais parti en cure à Quiberon. Il y avait la thalassothérapie de Louison Bobet qui était ouverte. Et puis, ça s'était pas très très bien passé pour moi parce que j'ai trouvé ça, à l'époque, on donnait un kiné, on donnait un patient à un kiné. Et si vous vous entendiez pas avec le kiné, avec le patient, peu importe, il fallait faire la semaine avec lui. Et finalement, il y avait toujours des mauvais retours parce que quand le kiné était pas bon ou quand le patient était désagréable, tout le monde se plaignait, etc. Et finalement, ils ont dit, bon, ben, on va changer ça, on va faire un kiné qui va faire un soin tous les jours. C'est-à-dire que le kiné, il va, il va appliquer de la boue à tous les patients pendant sa journée, il va faire que ça. Il va mettre de la boue, de la boue, de la boue. Donc les kinés se sont dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ce boulot-là, de faire ça ou d'arroser les gens toute la journée. C'était pas très agréable. Donc il y a beaucoup, beaucoup de kinés qui ont fui les cures et ils ont sorti un CQP, un certificat de qualification professionnelle avec des praticiens en cure. Et alors c'est pas forcément du haut de gamme, mais bon voilà. Donc du coup c'est mal payé, donc il y a beaucoup maintenant de personnel étranger qui sont dans les cures et d'où il y a eu un peu moins de succès ces dernières années dans les cures. Mais il y en a encore qui sont quand même très bonnes et puis et pour lesquelles il y a du positif à aller rechercher. Voilà, donc le dossier des cures, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Là, on va faire un débat ouvert. Si vous avez des questions, on est là pour répondre. Pour les automassages, oui, évidemment, on peut utiliser des huiles de massage, des crèmes. Alors moi, perso, moi je fais ma propre huile de massage à base d'huile essentielle. Donc faire très attention évidemment sur les huiles essentielles, ça peut être magique comme ça peut ne pas l'être du tout. Donc vraiment bien se renseigner en amont. Moi, l'huile que je fais, alors là je parle de massage que je fais à une personne. C'est vrai que pour l'automassage, moi perso, je mets pas forcément d'huile, mais ça peut être très intéressant effectivement de le faire pour vous. Moi, ce que j'utilise, c'est de l'huile de noix avec des huiles essentielles, donc de l'ylang-ylang et de l'eucalyptus citronné. Eucalyptus citronné, pourquoi? Parce que ça amène une grande détente musculaire. Et puis sinon, j'utilise aussi une autre huile de massage, toujours avec l'ylang-ylang, avec de la lavande vraie. Donc là, c'est plus pour l'effet relaxant. J'utilise ces deux huiles de massage. Je sais que je peux en utiliser beaucoup d'autres. Il y a énormément de possibilités, mais il faut absolument bien se renseigner. C'est très important. Mais effectivement, si vous si vous renseignez comme il faut et que vous utilisez les bonnes huiles, ça ne peut être que bénéfique pour vous et votre peau. Oui. Après, moi, j'utilise de l'huile. J'ai essayé la crème une fois à le faire tout seul. Bon, j'ai foiré. J'ai pas réussi à la faire. C'était pas assez. Disons que l'huile, c'est beaucoup plus. Ça m'a paru. Ensuite, j'ai fait une fois. Hein, donc,
certainement que je me suis trompé dans le dosage, hein. Mais pour moi, l'huile, ça me paraissait beaucoup plus simple. Puis bon, veut ou veut pas, il y avait un côté financier derrière. Mais sinon, encore une fois, c'est très important. Renseignez-vous bien sur ce que vous utilisez comme huile. Moi, par exemple, quand je masse des clients, j'ai toujours ma première question, c'est les allergies. Comme disait Xavier à juste titre, si vous allez vous faire masser et qu'il ne vous pose pas les questions basiques, faites très attention. Parce que je ne crache sur personne évidemment, mais j'ai reçu des massages dans des instituts où on ne me posait même pas la question de savoir si j'avais des allergies. Alors, heureusement, j'en ai pas. Mais voilà. Après, pareil, j'ai passé mon diplôme de massothérapeute au Canada. J'ai appris énormément de choses là-bas, notamment sur les personnes qui sont atteintes d'hémophilie. Bon, eux, ils disent catégoriquement ne pas les masser. Après, voilà, l'hémophilie, il y en a des légers, comme des moyens, comme des sévères. Donc voilà, il faut prendre aussi en compte cas par cas. Voilà, c'est des choses que je sais et que certains praticiens ne savent pas forcément. Alors les personnes hémophiles ont un problème de coagulation du sang et le truc c'est que lorsque l'on fait un massage, on masse une zone. On masse une zone, donc c'est-à-dire que la zone qui est massée, en fait on réchauffe le sang. Et du coup ça peut amener des soucis d'hémorragie interne. Voilà, c'est... Comment ? Oui, ils l'ont prouvé, oui. Il y a même des huiles de massage, je ne saurais vous les dire lesquelles, mais je sais qu'il y a des huiles de massage qui sont déconseillées pour les personnes atteintes d'hémophilie. Après, sans aller trop dans le sujet, ensuite je ne suis pas médecin, je fais du massage, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études assez poussées pour vous avancer quelque chose comme ça. Je ne prendrai pas ce risque et je n'aurai pas cette prétention. Mais effectivement, pour les personnes hémophiles sévères, éviter de mettre de la pression sur la zone est essentiel. Voilà, c'est les choses à savoir. Maintenant, retenez bien juste que si vous tombez dans un institut, si vous êtes dans un institut et que la personne ne vous demande pas la seule question de savoir si vous avez des allergies, pensez à lui dire, hein, si jamais vous en avez, hein, évidemment. Mais voilà, quoi. Il y a d'autres contre-indications pour d'autres styles de pathologie. Après, il y a des contre-indications, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Faut aussi savoir prendre au cas par cas. Je vais profiter juste d'une petite publicité pour une association de kinés que nous avons montée avec Nathalie Grinda, ici présente, avec Gaëtan Duport, que vous avez vu tout à l'heure, qui sont 3 Français, avec Sébastien Lobé, un Belge, et puis avec Patrick Schneider, un Suisse. Nous avons monté l'AFPH, qui est une association francophone de physiothérapeutes spécialisée dans les maladies hémorragiques. Voilà, on a mis un stand, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense que dans votre entourage, vous connaissez tous des kinés. Donc ce serait sympa de leur parler, de venir chercher un flyer pour leur donner. On va faire une journée de formation à Lausanne le 30 septembre de cette année avec Laurent Frenzel qui sera là, qui est rhumatologue, qui pourra initier les kinés à prendre l'échographie. Et c'est gratuit pour eux, ils seront invités. Donc tous ceux qui sont soignés par des kinésithérapeutes motivés, n'hésitez pas à leur parler de l'AFPH, ce sera très gentil. Merci beaucoup. Et Patricia va conclure. Eh bien, écoutez, moi, la conclusion sera très rapide. Je vais remercier les intervenants. Merci à vous. Et puis, eh bien, écoutez, soyez dans le bien-être. Et puis, bonne fin de congrès. On vous souhaite plein de bien-être pour être bien.